Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'activité 3.5 qui constitue le TP qu'on aurait dû faire en présentiel en utilisant des capteurs Arduino, des capteurs ultrasons. Donc en gros ça c'est une contextualisation, c'est pour vous montrer que c'est appliqué dans le milieu industriel. Donc vous avez des silos à grains, des silos à liquide et pour voir en gros le niveau, on met un capteur au-dessus comme un verre en fait, on a un capteur au-dessus du verre pour voir en gros, avec un capteur ultrason, à quelle hauteur ou à quelle profondeur est le liquide pour voir s'il faut remplir, s'il y en a assez, etc. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est en gros des technologies qui sont utilisées pour le gasoil, pour le grain, pour le colza, pour divers autres produits. Donc le principe est le suivant. Vous avez donc un récipient avec une hauteur H0, vous avez un liquide de hauteur H, et en gros, plutôt que d'aller voir que quelqu'un aille dans le silo pour voir combien il en reste, on utilise un émetteur-récepteur ultrason. Donc dans cet émetteur et récepteur ultrason, vous mettez un capteur de température pour voir la température qu'il fait, puisque vous allez voir que la vitesse du son, donc des ultrasons, va dépendre de la température. C'est pour ça qu'il y a un capteur de température. Vous avez un émetteur ultrason, parce que les ultrasons ils vont émettre jusqu'au liquide. Ensuite, donc là, ils vont arriver, ils vont se réfléchir. Alors bien sûr, je représente les trajets dissociés. On est bien d'accord que tout se passe au même endroit, mais c'est pour que vous dissociez bien les affaires. Là, c'est un petit document qu'on vous donnait pour le capteur Arduino. Donc c'est la carte, le microcontrôleur, qui gère en gros les entrées-sorties de tout ce que va vous renvoyer le capteur. Le capteur en question, donc c'est l'émetteur récepteur ultrason. Alors il a un nom, le HYSRF05. Vous pouvez taper sur internet, vous verrez toutes les caractéristiques. Donc c'est un capteur qui est alimenté en 5 volts, donc entre du 0 et 5 volts, comme on le verra sur la carte tout à l'heure. Vous avez donc ici le ground qui vous relie donc à la tension 0 si vous voulez, pour faire court. Vous avez ici deux entrées qui vont être entrées, les pins 2 et pin 3 qui vont aller sur la carte. Donc ça c'est les entrées-sorties si vous voulez. Ensuite, ça c'est le câblage qui sera à mettre en œuvre. Donc ça je vais vous montrer ce que ça donne sur mon ordinateur et sur ma carte. Donc il faut prendre ça comme un petit jeu en fait, hein, si vous avez joué un peu quand vous étiez enfant, à relier, jouer aux scientifiques avec des boîtes de petits scientifiques. En fait là c'est un peu comme ça en fait. Vous avez une carte qui ressemble à ça, il faut relier les fils au bon endroit avec l'entrée. Par exemple ici si vous regardez bien, vous avez le VCC, donc le 5 volts. Vous avez un fil qui est relié ici, tous ces points sont reliés, donc ça veut dire qu'il est aussi relié à ce point-là, et là vous arrivez bien aux 5 volts. Vous voyez, par exemple ici le ground, GND, donc il va ici, il va sur le fil qu'il y a derrière, et ce fil-là, le GND, regardez bien, il va sur la même ligne que celle du bas, donc tous ces points étant reliés, on voit bien ici que il est bien relié au GND, etc., etc. Là vous avez le capteur de température, que vous pouvez, qui est dans toutes les voitures accessoirement, ça ressemble à ça. Sur vos téléphones c'est un peu plus petit, mais c'est pareil. Au niveau du document 3, on vous donne donc la relation entre la vitesse et la température. On vous donne quelques exemples. Donc c'est pour ça qu'on met un capteur de température, parce que la vitesse des ultrasons va dépendre donc de cette température. Euh, Ensuite, ça c'était une petite chose que je vous donnais. Bon là c'était juste pour détailler la carte Arduino. Donc là, le port USB, alors il permet deux choses. D'alimenter la carte, comme la plupart des choses aujourd'hui, c'est-à-dire que ça passe par USB, et ça permet aussi d'aller verser les programmes. Donc le ground ou l'alimentation, moins ce qu'on appelle la masse, vous avez le 5 volts, alimentation de la borne, donc ça veut dire que cette carte est alimentée en 5 volts. L'alimentation, si jamais vous voulez l'alimenter en électricité, donc généralement quand on l'alimente en électricité, si on alimente en USB, elle s'alimente toute seule. Mais si par exemple vous voulez faire un truc avec la carte en extérieur, vous n'avez pas d'ordi, il faudra relier donc cette carte à une alimentation avec une pile par exemple. Vous avez entrée et sortie numérique, donc pour tout ce qui n'est pas analogique. Donc les entrées analogiques, donc c'est en gros pour les signaux qui sont continus, là pour les signaux qui sont discontinus. Donc là vous avez des entrées numériques, des entrées analogiques, et vous avez le microcontrôleur, c'est en gros si vous voulez, la forteresse de la carte, c'est lui qui stocke et qui exécute les programmes. Donc ça, c'est la puce, quoi. Ensuite,
Donc, première question qu'on vous demandait, on vous disait à l'aide des documents fournis, expliquez donc le principe de la mesure de la profondeur à l'aide des capteurs. Vous schématiserez donc le trajet des ultrasons. Donc, pour schématiser, là je vous montre la correction. Donc, c'est un écho, c'est des choses que vous avez déjà vues en seconde, hein. Donc, c'est un aller, une réflexion et un retour. Donc là, vous avez un émetteur, un récepteur. Vous avez un obstacle ici. Donc, cet obstacle, hop, cet obstacle va réfléchir donc les ultrasons. Encore une fois, j'ai dissocié le point ici d'arrivée, le point d'arrivée, le point de quand les ultrasons repartent. Bien entendu, ça se passe au même point. Et l'objectif, c'est qu'on aille trouver la distance d ici qu'il y a entre l'émetteur-récepteur et l'obstacle. C'est la même chose que pour les sonars qu'il y a pour les poissons, que vous avez déjà étudié en seconde, pour les émetteurs ultrasons aussi pour l'échographie, etc. On vous dit à l'aide du code, déclaration et initialisation des variables, dire quel port est branché sur le récepteur ultrasonore. Alors pour ça, vous prenez le fichier, donc le fichier qui vous est donné dans le sujet. On va voir que tout ça, ça va être marqué aussi dans le fichier que je vous montrerai tout à l'heure sous la carte Arduino. Donc ici, vous avez int émission égale 2, int réception égale 3. Donc ça veut dire quoi? Si je le mets sur une nouvelle page, sur la page en question, CTRL X. Donc ça veut dire que l'émission, ici, donc on va brancher l'émission sur l'entrée 2 de la carte, et on va brancher la réception sur l'entrée 3 de la carte. Donc si je vais tout de suite à la carte que j'ai branchée, donc ça c'est la réalité. Là ici, vous voyez, vous avez les entrées et les sorties. Donc là, vous voyez que je suis sur les entrées 2 et 3. Alors ça ne se voit pas très bien, mais ici c'est les entrées 2 et 3 ici. Que vous voyez ici sur les entrées numériques. Donc là on est sur les entrées 2 et 3. Donc j'ai relié les entrées 2 et 3 sur la carte. Ensuite, donc dans la correction, je vais y arriver. Donc le récepteur ici, il est branché sur le port 3 et le port analogique, le port numérique, pardon. Ensuite, on vous demandait, question suivante, à l'aide de la partie du code, paramètres des mesures et affichage, quel calcul réalise la carte Arduino lorsqu'elle lit la ligne suivante, float, distance, durée divisée par 2 fois vitesse. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On va aller voir le programme tout de suite. Donc pour voir le programme, donc je retourne, pardon. Donc là, c'était l'initialisation des variables. Donc en gros, on initialise la variable dans laquelle on va mettre la valeur d'émission, la réception. Int, c'est pour integer, donc c'est des entiers. Float, c'est des nombres définis comme des nombres virgules. Donc mesure, on met 0. Tension, on met 0. Température, on met 0 pour l'instant. Port ANA, ça veut dire que en gros, c'est le numéro de port analogique. Donc ici, on va dire que c'est le 1. On va définir la constante float, c'est-à-dire une vitesse qui était un nombre à virgule et qu'on va définir comme une constante, 345,0 pour l'instant. On pourra bien entendu le faire changer dans la suite de l'exécution. On définit ici donc une grandeur qu'on appelle durée et une qu'on appelle distance. Void setup, ça veut dire que c'est tout ce qui va permettre d'initialiser le programme. Donc ça, on va le faire qu'une fois. Donc void setup, donc on vous dit ici la broche logique 2 d'émission est une sortie, donc on définit pin mode émission output. Bien sûr, alors première chose, hein, n'ayez pas de crainte si ça vous fait un peu peur ça, on ne vous demandera jamais vraiment de comprendre et de savoir faire ça à partir d'une feuille blanche. Ce qu'on vous demandera, c'est d'essayer de comprendre, comme les questions qui vous sont posées, dans un programme qui vous est donné, de comprendre où est la physique. Donc là, par exemple, si je vous dis que la broche logique 3 réception est une entrée, pin mode réception input, vous le prenez comme une information. Ensuite, on fixe le débit de communication entre la carte et l'ordinateur. Donc là, serial begin 9600, ça veut dire qu'il y aura 9600 échanges, on va dire baud, alors c'est une unité de fréquence d'échange, donc entre la carte et l'ordi. Ensuite, pour ce qui est void loop, c'est penser à looping, c'est comme on fait des tours, donc ça, tout ce qu'il y a dans le void loop, ça va tourner en boucle. Donc là, ça veut dire qu'on émet un signal de 100 microsecondes. Regardez bien, là, c'est du langage C, c'est plutôt intuitif en anglais, hein. Digital write emission height, ça veut dire qu'on envoie un signal. Et delay microseconde 100, ça veut dire que c'est un signal d'une délai de 100 microsecondes.
vous remarquerez qu'on a mis des commentaires pour essayer d'aider à la compréhension du programme. Ensuite, on arrête en mettant une émission à low. Donc ça veut dire qu'on le met en position basse. On laisse un délai de 10 microsecondes. Ensuite, on mesure la durée entre l'émission et la réception. Donc on a émis, on a reçu, donc cette float, cette grandeur est une durée, donc qui est un nombre à virgule. Et donc on mesure cette distance entre donc pulse in reception height, donc quand on ouvre donc la réception. Donc là, quand on fait ça, on mesure une durée entre l'émission et la réception. Cette durée, donc a priori, est en microsecondes. Donc si je la veux en durée en secondes, je convertis donc des durées, je l'appelle durée, et je dis que c'est dt fois 1e-6, c'est-à-dire des microsecondes. Ça n'est juste qu'une conversion en fait. Et ensuite, regardez bien la question qu'on vous pose maintenant, et qui est de la physique, et purement de la physique, alors appliquée, bien entendu, à la carte Arduino, il y a de la programmation, mais ça reste de la physique. En gros, on vous demande la question, regardez bien, j'essaie de vous mettre ça là, mais c'est juste moins bien résolu. En gros, on vous demande ici pourquoi on a écrit float distance, durée divisé par 2 fois, bon j'ai oublié le mm, mais fois vitesse. Donc ça, c'est une question auquel vous êtes capable de répondre. Vous avez tous compris que là, il y avait distance, durée divisé par 2 fois vitesse. Si vous reprenez le programme, vitesse est définie, durée est définie. Et si vous divisez par 2, pourquoi on donne distance? Donc ça, vous pouvez répondre. Alors si je reprends ici, regardez bien, vitesse, normalement, il est défini. Là, vous avez durée. Durée, on a dit que c'était converti. Et vitesse, il connaît. Donc, bien sûr, on a appelé vitesse une vitesse. On aurait pu dire const float. Ici, j'aurais pu mettre toto tata. Et dans la formule d'après, mettre toto tata. Mais dans les programmes, vous verrez que on met quand même des valeurs qui sont des notations qui sont relativement proches de la situation physique pour que justement ça nous parle. Alors ensuite, donc expliquer ça. Bon, il suffit ici de refaire la formule qui est assez classique, qui est qu'ici, vous avez donc dt, donc c'est une durée en microsecondes. Durée, c'est la conversion. Cette instruction donc calcule la distance. Alors si elle calcule la distance en multipliant la durée détectée par la célérité et en divisant par 2. En fait, pour comprendre ça, il vous suffit de reprendre le schéma ici. Et quand vous avez ce schéma-là, que je vais remettre dans dans un autre tableau, paf. Et si vous appliquez la formule qui est connue depuis très longtemps, V, la vitesse ou la célérité, c'est la distance parcourue, sur la durée du parcours. Alors pourquoi je vous dis cette formule-là et pas D sur delta T? Pourquoi? Parce que la durée, alors j'écris donc la durée du parcours. Ici, ce qu'il faut bien vous rendre compte, c'est que la distance parcourue entre l'émission et la réception, en fait, quand ça part, il faut que ça revienne pour que ça soit détecté. Pour avoir ici la durée du parcours. La durée du parcours, nous, c'est ce qu'on a appelé dans notre programme durée. Et la distance parcourue, c'est quelque chose ici qui est, la distance qu'on cherche, donc c'est celle-là, cette petite distance D, nous dans notre programme, c'est ce qu'on cherche et qu'on appelle distance. Et cette vitesse V, c'est ce qu'on appelle vitesse. Donc nous, la distance parcourue, quand vous êtes détecté, ça veut dire que vous avez fait D et D. Donc vous avez fait 2D, ou alors 2 fois distance. Donc c'est pour ça qu'ici, on va écrire distance parcourue, c'est 2 fois distance. Et donc si vous faites ça, vous voyez bien que vous avez ici, en faisant votre petit produit en croix, distance égale durée. Alors, durée sans les accents, parce que dans les programmes, on n'a pas d'accent, fois vitesse divisé par 2. Donc c'est pour ça que ça, c'est une question qui est physique. C'est-à-dire qu'on peut très bien vous demander dans un sujet de bac d'expliquer une ligne de code qui ressemble à ça. Pourquoi? Parce que c'est en gros juste une ligne de code dans laquelle on applique une relation physique, avec une cause physique dans laquelle vous avez fait une modélisation.
Ensuite, on vous dit ici analyser donc l'origine du facteur 2, c'est ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a un aller-retour. À quelle variable du document 2 la distance calculée par le microcontrôleur correspond-elle? Bon, elle correspond à distance. Alors cette question peut paraître un peu débile, mais il faut bien vous rendre compte qu'en fait, dans le programme, rien ne nous obligeait à écrire distance. C'est nous qui avons choisi de l'écrire distance. Si vous écrivez D, V, vous pouvez très bien changer les notations. Je vous conseille très fortement quand vous faites un programme de mettre des notations qui sont très faciles à comprendre en première lecture. Et je vous rappelle que vous avez un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, qui fait que dans les programmes, ça peut aller assez vite. On ne recopie pas ça en fait, on fait que des copier-coller. Ensuite, exprimer la profondeur en fonction des différentes dimensions de la cuve. Alors ça, il fallait juste comprendre sur ce schéma-là qu'en fait ici, la distance qu'on va mesurer, c'est celle-là, distance entre là et là. On voit bien que cette distance plus petit h, ça vaut h0, ou alors cette distance, c'est h0 moins petit h. Alors ensuite, on va aller, donc là c'est pour vous montrer ce que ça donne chez moi. Donc j'ai relié ici donc la carte, je vais vous montrer après dans le zoom après. Donc là vous avez l'émetteur ici, là, ça, pof, ça se voit pas tellement, alors on va essayer de mettre du rouge, ça, donc c'est l'émetteur récepteur. Là vous avez ça, c'est la température, le capteur de température. Le capteur de température, je ne sais pas si vous voyez, il est là. Et là, vous avez l'émetteur ultrason, récepteur ultrason. Bien sûr, vous avez les câbles, la carte, le raccord USB qui est branché donc sur mon ordi. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais essayer d'aller mesurer la distance qu'il y a, je vais le faire devant vous, la distance qu'il y a entre l'émetteur, ici, et quand ça revient, hop, 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 toc, toc. Donc je vais aller essayer d'aller mesurer. Je vais vous montrer ici cette distance là. Alors là c'est pas très joli si je prends ça. Donc moi je vais aller mesurer cette distance là. En fait. La distance qu'il y a entre le mur et le distance. Distance c'est cette distance là. Alors si vous zoomez un peu plus, là j'ai zoomé un peu plus sur le raccord, je vous ai mis en gros le petit jeu que vous aviez à faire, ça serait la réalité que vous aviez câblée. Là vous voyez la carte, là vous voyez l'émetteur ultrason, là vous voyez ici là, le capteur. Avec, j'ai fait une ligne dans laquelle j'ai fait une ligne ici de ground, une ligne de 5 volts. Quand j'ai besoin d'aller chercher du 5 volts, je le mets sur la bonne ligne. Quand j'ai besoin d'aller sur du ground, je mets sur la bonne ligne. J'ai essayé de mettre des fils. Alors moi, je vous conseille, si jamais c'est possible, de mettre des fils de couleur. Par exemple, à chaque fois que vous mettez sur du... donc ici, sur le 5 volts, j'ai mis des fils orange. À chaque fois que je vais mettre du blanc, ici, je vais aller prendre des fils où je vais aller me mettre sur le ground. Et les fils que je relie, par exemple, pour l'entrée-sortie des capteurs, je prends des autres couleurs. Après, chacun a ses petites habitudes pour essayer de rendre les choses les plus faciles à regarder quand, par exemple, ça marche pas. Parce que quand ça marche pas, il ne faut pas qu'on regarde si on peut avoir une relation assez vite pour voir si en gros où vient le problème. C'est quand même assez bien. Et avec des codes couleurs, quand on se les impose, c'est assez facile. Alors, en utilisant le code fourni, quelle valeur de la vitesse allez-vous utiliser pour vérifier vos mesures? Alors, nous, donc si on se fie au sujet, donc la température est égale à 24 degrés. Donc si on est à 24 degrés, d'après le tableau, ce tableau-là, toc, je reviens, voilà, donc à 24 degrés, donc on serait à 344. Vous allez voir que je vais changer la valeur et je vais mettre 344 quand je vais l'exécuter. Ensuite, on vous dit compléter la partie téléversée. Donc là, je vais le faire devant vous maintenant. Donc, je vais aller prendre le Arduino. Donc, Arduino, quand vous allez l'ouvrir, vous allez avoir cette interface-là. Là, vous avez un premier bouton qui compile le programme que vous allez mettre, c'est-à-dire qu'il va regarder s'il n'y a pas des fautes. S'il y a des fautes, il va vous le dire. Ensuite, vous avez ici un bouton qui s'appelle téléverser. Donc, téléverser, donc ça va permettre d'envoyer le programme vers la carte qui va l'exécuter. Bien sûr, vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers.
Si jamais vous êtes perdu, laissez traîner la souris. Je vais le faire devant vous, mais je ne peux pas avoir le pointeur. Vous voyez que quand je laisse traîner la souris, vous voyez qu'à côté, il y a marqué téléverser. Si je vais là, il y a marqué vérifier. Là, il y a marqué ouvrir. Donc, je vais aller ouvrir le fichier. Donc, le fichier, moi, il est ici. Donc, ça va être celui que j'ai mis dans Pronote, hein. Vous pouvez, si vous voulez, télécharger ces logiciels-là. C'est très facile sur Internet. Tout est gratuit. Ça ne m'a absolument rien coûté. Ensuite, donc là, vous avez le programme que je vous ai détaillé tout à l'heure. Donc là, on a dit 345. Si on est à 24 degrés, on va dire que je vais corriger. On a 344. Donc je vais corriger la bonne chose. Donc là, regardez bien, je corrige 344. Ensuite, je vérifie le programme. Donc je clique ici sur vérifier. Regardez bien, il compile. Il compile. Alors, la première fois, on le laisse compiler. Compilation terminée. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais aller le téléverser. Donc je vais cliquer ici. Donc là, je le fais. Hop, il téléverse. Téléversement, regardez bien. Alors je sais pas, vous voyez pas, je peux pas vous montrer en direct, mais en fait vous voyez qu'il y a une petite liotte qui s'allume sur la carte Arduino. Alors dans ce cas-là, là il a marqué téléversement terminé. Ça veut dire qu'il a téléversé le programme. Donc maintenant, si vous voulez aller voir ce qu'il va vous afficher, vous avez ici, je vais vous montrer, quand vous laissez la souris dessus, vous voyez marqué moniteur série. Donc si je clique sur le moniteur série, regardez bien ce qui va apparaître. Il va apparaître une fenêtre de dialogue. Donc il me montre quoi en fait? Qui me montre qu'il mesure la distance, parce que dans le programme, je lui ai demandé d'afficher la distance, je lui ai demandé d'afficher la durée en microsecondes, et je lui ai demandé d'afficher la température. Bon, il fait un peu frais chez moi, il fait 18 degrés. Je ne vous cache pas que c'est pas totalement faux. Donc ça veut dire que ici, concrètement, j'ai mis 18 degrés alors que j'ai mis 344. Est-ce que c'est très logique? A priori, non. Donc ça veut dire qu'on va essayer d'aller changer la valeur. On va dire qu'il fait 18 chez moi. Donc je vais arrêter le défilement. Je ferme cette fenêtre, donc ça c'est le moniteur série, hop, je rechange et je regarde à 18, donc si je fais 18 degrés, donc on est à 340,5, je vais aller changer la valeur, donc 340,5, je reprends Arduino, je mets 340,5, donc regardez bien, hein, dans le programme à la fin, ici, on vous dit qu'on va aller afficher la distance, on va aller afficher la durée, on va aller ensuite afficher... Je vais vous montrer ici la température. Je vous passe les détails sur tout ce qui est println. Println, ça veut dire qu'on saute à la ligne. Print, on met à la suite. Tout ça, les délais, pour l'instant, ce n'est pas la priorité, en tout cas pour aujourd'hui et à distance. Je retéléverse. Donc quand je retéléverse, il me retéléverse le programme avec les aménagements que j'ai faits, bien entendu. Je rouvre mon moniteur série. Et quand je rouvre mon moniteur série, donc il me dit toujours qu'il fait 18 degrés, hein, ça n'a pas changé, c'est normal. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il m'affiche, vu que j'ai fait des void loops, ça veut dire que toutes les durées que j'ai imposées, il tourne en boucle en fait. Et qu'est-ce qu'il me mesure? Donc il me mesure 0,174 mètres pour la distance. Alors, vous pouvez me faire confiance, j'ai vérifié. C'est pas une grandeur qui me paraît totalement aberrante. Alors bien sûr, si vous voulez vérifier, vous prenez un double décimètre, ne serait-ce que pour comparer. Mais là, vous voyez par exemple qu'on est à 0,174, 0,174, 0,170. Vous remarquerez que je suis en train de le faire en direct là, je ne touche absolument à rien. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquerez qu'on n'a pas toujours la même valeur. Ça doit être l'objectif du traitement qui suit. Donc là, la température ne bouge pas, le capteur ne voit pas beaucoup de différence de température. Par contre, on a des différences entre les mesures pour le temps de parcours et donc la distance mesurée. Ensuite, alors je vais fermer ça. Toc, hop. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous demandait? On vous demandait la chose suivante. Donc compléter, réaliser la profondeur contenue dans la cuve. Cette mesure est-elle constante? Non, elle n'est pas constante, elle varie. Et si elle varie, la valeur la plus significative, c'est d'aller faire la moyenne sur un nombre très important de mesures.
Donc, en tenant compte bien sûr de l'écart type. Plus l'écart type est faible, ça veut dire que plus les valeurs sont resserrées autour de la valeur moyenne. Plus l'écart type est grand, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez avoir 10 de moyenne dans une classe si vous avez 0 et 20. Mais vous pouvez aussi avoir 10 de moyenne dans une classe si vous avez 11 et 9. Et dans le cas de 11 et 9, l'écart type sera faible, alors qu'entre 0 et 20, l'écart type sera fort. Et pourtant, dans les deux cas, vous aurez la même moyenne. Donc maintenant, ce que je vais vous montrer qu'en fait, quand vous faites ça, vous voyez ici, quand vous l'ouvrez, ça varie. Donc on va refaire un autre programme plus simple que celui-là. Pourquoi celui-là il est compliqué? En fait il est compliqué parce que en fait c'est très joli dans le sens où c'est très facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on a mis distance, 2 points, on a mis un espace, on a mis 0,170, on a mis durée, 2 points, etc. Ça c'est très joli. Quoique, mais il y a un gros avantage, c'est que pour aller traiter tout ça, un ordinateur, c'est compliqué. Donc en fait, on a recréé un autre programme dans lequel on met juste la durée et la distance, pardon, et c'est la seule chose qu'on va aller traiter. Et moi, je vais aller faire 500 mesures de ça, mais je ne vais pas afficher tout ça. Donc c'est pour ça que là, on a fait un programme beaucoup plus simple. Je vais l'ouvrir. Donc tout ça encore est une fois disponible sur Pronote. J'ouvre. Sauf que cette fois-ci, je vais vous ouvrir la version de l'activité 3.5 et c'est le sketch. Mon sketch c'est le programme. Valeur histo. Alors regardez bien celui-là, je vous montre. Dans celui-là, la différence par rapport à c'est la même chose, sauf que ici, on affiche que la distance. Et on boucle toutes les 10 microsecondes. Ça veut dire que toutes les 10 microsecondes, on va aller faire une mesure. Donc ici, toutes les 10 millisecondes, pardon. Donc ici, ça veut dire que en fait, on va afficher la distance et on va faire des mesures beaucoup plus rapides. Donc regardez bien ce que ça va donner. Je compile. Alors déjà, il ne faut pas que j'oublie de changer parce qu'il fait 18 chez moi. Donc il faut que je compile la vitesse. Elle est où la vitesse? Voilà, 345. Donc là, nous, on a dit 340.5. Ok, donc je compile. Je vérifie d'abord. Alors toujours vérifier avant de téléverser. C'est toujours mieux. Donc là, il m'a mis compilation terminée. Il m'a pas montré de message rouge en me disant que j'avais fait des erreurs. Donc pour l'instant, je peux compiler. Je téléverse. Alors je vais vous montrer la différence dans le moniteur de sortie. Donc là, téléversement terminé. Regardez bien, quand j'ouvre le fichier, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il est en train de mesurer. Alors c'est moins ergonomique, c'est-à-dire que si vous utilisez un programme comme ça, vous ne savez pas ce qu'il est en train de mesurer. Moi, je sais que ce que je lui demande, c'est une distance. Donc je sais que là, il m'affiche des valeurs de distance. Sauf que ça, vous allez voir, je vais aller l'exploiter avec un programme en Python. Et donc ça va être beaucoup plus simple pour moi d'exploiter une suite de chiffres plutôt que d'exploiter une site où il y a des chiffres, des lettres, où il faut que j'aille traiter dans un tableau, chercher la colonne dans telle chose pour avoir la bonne valeur. Là, j'ai tout de suite les bonnes valeurs. Donc je ferme ce moniteur série. Et je vais aller ouvrir un fichier Python qui va me permettre d'aller chercher ces valeurs pour aller faire la moyenne. Parce que si j'en fais 500, 500 faire 500 valeurs à la moyenne, alors vous pouvez le faire, normalement vous savez le faire. Vous faites un copier-coller dans un fichier Excel, vous faites average en anglais ou alors moyenne, et puis vous obtenez la moyenne, et pour avoir l'écart type, vous l'avez. Mais Python peut vous le faire en direct. Et donc c'est ce qu'on aurait pu ou ce qu'on aurait dû faire si on avait été en présentiel. Donc là, je vais vous montrer. Je vais ouvrir Anaconda. Alors au lycée, c'est pas tout à fait pareil, mais vous cliquez sur Anaconda. Donc il va vous ouvrir la suite Anaconda. C'est toujours un petit peu long parce qu'il faut qu'il mette tous les bons packages. Donc là, les packages vont s'installer. Il installe là, voilà. Moi, j'utilise donc le notebook Jupyter comme au lycée. Donc vous cliquez sur Launch ici. Donc normalement, il va vous ouvrir une fenêtre dans votre moniteur de recherche, dans votre moteur de recherche, dans votre moteur, non, dans Firefox même. Voilà. Donc là, ici, vous cherchez le programme que vous voulez exécuter. Donc moi, il est dans mon dossier SP physique et il s'appelle histogramme US. Donc ça, il aurait été disponible dans votre dossier en partage sur le disque partagé du lycée. Donc ce programme,
Je vais vous montrer. Alors, ces premières lignes, bon, ne servent pas à grand chose, juste à savoir où est le programme. En gros, ici, on va importer des bibliothèques. Encore une fois, les bibliothèques, je vous ai déjà expliqué, c'est des caisses à outils qu'on a besoin. Quand vous avez besoin de faire des travaux chez vous, vous sortez des caisses à outils, vous sortez des outils. Bon, bah là, ici, le programme, c'est un peu la même chose. Serial port, donc ça, c'est pour dire qu'en gros, il va aller chercher sur mon port USB. Moi, mon port USB sur mon ordinateur, il s'appelle comme ça. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Vous allez, si vous êtes perdu, pour savoir dans quel port USB il faut que vous mettiez, vous allez vous reprenez le cas où vous étiez sur, euh, sur Arduino, et dans ce cas-là, si vous cliquez dans Outils, vous avez le port ici. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais dans le port, il y a marqué Dev CU USB modem 1411. Donc ça, c'est le mien actuellement. Vous, au lycée, généralement, c'est des ports USB 1, 2, 3 qu'il faudra mettre. Donc c'est cette nomenclature-là que je mets là. Donc en gros, je lui dis, moi, d'aller communiquer avec ce port USB. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher sur le port USB sur lequel j'ai mis la carte, parce que j'ai mis la bonne adresse, il va aller chercher les valeurs qui arrivent sur le port USB avec la carte. Bien sûr, il ne faut pas se tromper. Parce que si vous vous trompez et que là, par exemple, je mets 1412 alors que le port USB c'est 1411, bah forcément, il va chercher sur un port USB qui s'appelle 1412 quelque chose qui n'arrive pas puisque ça arrive sur le port qui s'appelle 1411. Avec le bon, bien sûr, baud rate, parce que si vous arrivez avec 9600 informations par seconde et que vous en envoyez avec le double, forcément, ça va bugger. Donc là, c'est plein de lignes qui vous font qu'en gros, il y a la communication qui est correcte. Ensuite ici, on crée ici donc des colonnes vides, mesure durée. On dit qu'on fait 500 mesures. Donc ça veut dire qu'on va aller mesurer 500 mesures. Et là, regardez bien, je vais cliquer sur exécuter. Hop. Donc là, il est en train de mouliner. Pourquoi il est en train de mouliner? Vous voyez que ici en haut, là, il y a le petit symbole là. Donc là, regardez bien, il a mesuré les 500 valeurs. Alors, regardez bien, les valeurs ressemblent à celles que je vous ai montrées tout à l'heure, 0,17, etc. Donc ça veut dire que moi, j'ai rien changé, hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas bougé. Donc là, il a mesuré 500 fois la valeur. Il a fait 500 mesures. Donc je sais pas si vous imaginez, ça lui a pris quoi, 2-3 secondes. Il a fait 500 mesures. Alors ensuite, print len mesure, c'est juste quelque chose pour vous montrer qu'en gros, len mesure, c'est la longueur de la colonne que j'ai appelée mesure. Donc là, je vais bien. En fait, pourquoi je fais ça? C'est pas une instruction qui est très forte, hein. C'est juste pour vérifier que ici, il y a bien 500 valeurs dans la table, dans la ligne que j'ai créée. Pas dans la ligne, pardon. Mais ici, regardez bien, j'ai créé donc là une colonne. Mesure, il est où? Là, mesure. Donc ça, c'est là-dedans que je mets les valeurs. Donc je récupère. Je vérifie bien qu'il y a 500 valeurs dans cette. Alors en fait, c'est comme un tableau, c'est un tableau à une colonne. Ensuite, je traite les données statistiques. Alors traiter les données statistiques, ça veut dire que je vais aller faire la moyenne. Donc il y a des choses toutes prêtes, hein, dans Python. La moyenne de mesures, sachant que dans mes mesures, c'est là qu'il y a mes 500 mesures. Et je vais aller calculer les quarts types. Après, c'est juste de l'affichage pour me faire des prints, pour l'affichage correctement écrit, donc avec avec les bonnes unités. Alors, je clique sur ma case, je l'exécute. Donc là, regardez bien, il me donne la valeur moyenne. Alors là, je me suis trompé, c'est pas centimètre, regardez bien, on s'aperçoit qu'on oublie des fois, on se change. Donc là, ça veut dire que dans l'affichage, il ne faut pas que je mette centimètre, il faut que je mette mètre. Ici, il faut que je mette mètre aussi. Donc là, je corrige en même temps, paf, et je relance. Et donc là, regardez bien, la valeur moyenne, 0,17465 mètres, à plus ou moins. Tant que ça, c'est l'écart type, 0,00022. Il me donne les écarts, les intervalles de confiance ou les encadrements. Et si vous voulez afficher l'histogramme, il faut rajouter quelques lignes de programme. Encore une fois, c'est pas des lignes que vous devez jamais savoir faire, partir de là avec une feuille blanche. C'est juste l'appliquer pour savoir en gros après l'interpréter. Regardez bien, quand je l'exécute, vous avez ça. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un graphique qui est intéressant dans ce cas-là, parce qu'on voit que les distances en mètres, on a fait 500 mesures,
bah, il y avait en gros, allez, on va dire un peu plus de 250 mesures qui étaient comprises en un peu moins de 0,17 et vous aviez à peu près un peu plus de 200 mesures qui étaient à 0,174. Donc la valeur moyenne, forcément, elle tombe ici, mais vous voyez bien que c'est pas 500 mesures qui étaient exactement au même endroit. Ici, vous aviez un écart entre des valeurs qui étaient réparties ici et des valeurs qui étaient réparties là. Et donc, dans le calcul que je vous ai demandé par rapport à ce qui a été fait dans la feuille, donc moi j'ai pris l'exemple qui était dans la feuille. Ici, vous aviez donc la valeur moyenne, là vous aviez l'écart type, donc le fameux sigma. Donc l'écart type qui était celui-là. Pour calculer l'incertitude, je vous donnais la formule dans le sujet. Donc vous calculiez la formule avec 500 valeurs. Vous trouviez une valeur. Bien sûr, dans les incertitudes, on ne met qu'un chiffre significatif, on majore. C'est pour ça qu'ici, j'ai pris qu'un chiffre significatif, majoré. Et ensuite, donc là, vous êtes à l'incertitude, vous écrivez la valeur plus ou moins l'incertitude, vous faites attention. Ici, l'incertitude est sur le quatrième chiffre après la virgule, ça veut dire que ce chiffre-là est incertain. Donc c'était celui-là, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que ceux qui sont derrière, si lui est incertain, ça veut dire que les deux là n'ont aucune raison d'exister. Dans ce cas-là, vous faites un arrondi. Et ici, vu que ici vous avez un 4, 4 étant inférieur à 5, ça veut dire que vous laissez 0,81, 84, plus ou moins 0,02 mètres. Alors bien sûr, ça c'était pas dans le cas que j'ai fait là, c'est dans le cas que j'ai fait pour ce que vous aviez dans le sujet. J'ai pris le cas de ce que je vous avais donné dans le sujet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra à peu près de comprendre ce que vous auriez dû faire. En gros, ce qu'il faut retenir dans ce que vous auriez dû faire, vous auriez dû en gros jouer et essayer de câbler donc une carte Arduino. Vous auriez dû manipuler des programmes Arduino. Donc plus quand je dis manipuler, c'est-à-dire les télécharger et les mettre en œuvre. Et vous auriez dû essayer de comprendre donc cette ligne, donc cette ligne-là. Voilà, comprendre en gros, faire le lien entre de l'informatique et de la physique. Et c'était à peu près les seuls objectifs du TP de ce jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.